Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous êtes les bienvenus dans ce journal. Tout d'abord, les titres. L'Institut guinéen d'assurance maladie obligatoire signe un partenariat avec la Caisse malienne de sécurité sociale. La directrice de la dite caisse séjourne actuellement à Conakry dans le cadre d'un partage d'expériences et de stratégies. Lutte contre le marché clandestin de faux médicaments, la tâche n'est pas très aisée pour le gouvernement qui essaie de faire face à ce problème majeur de santé publique. Une brigade de répression Médicrime a été mise en place. Elle vient d'incinérer 43 tonnes de faux médicaments. Autonomisation des femmes est notre défi du gouvernement. Des jeunes filles viennent d'être formées sur l'entrepreneuriat dans les villes de Pitamamu et Kindia. Le programme est piloté par Enabel en collaboration avec le ministère en charge de l'autonomisation des femmes. Bonsoir. Avant de développer ces titres, je reçois le directeur général de la RTG, Sekouba Savané, pour la lecture des décrets du président de la République. Décret D 2021-029 PRG-SGG portant nomination de haut cadre à la présidence de la République. Le président de la République, vu la Constitution, décrète. Article 1er. Les hauts cadres dont les prénoms et noms suivent sont nommés dans les fonctions ci-après à la présidence de la République. Monsieur Boubacar Bari, ministre d'État, conseiller chargé de mission. Monsieur Lansana Kourouma, ministre conseiller chargé de mission. Monsieur Mohamed Jo Sidibé, conseiller chargé de mission. Madame Mariam Chérif, conseillère chargée de mission. Article 2. Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 27 janvier 2021, professeur Alpha Condé. Décret D 2021-028 PRG-SGG portant composition partielle du gouvernement. Le président de la République, vu la Constitution, vu le décret D 2021-014 PRG-SGG du 15 janvier 2021 portant nomination du Premier ministre chef du gouvernement, vu le décret D 2021-015 PRG-SGG du 18 janvier 2021 portant structure du gouvernement, sur proposition du Premier ministre chef du gouvernement, décrète. Article 1er sont nommés dans les fonctions ci-après. Ministre d'État, ministre de l'Environnement, des Eaux et Forêts, M. Oye Guilavogui. Ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, M. Aboubakar Silla, précédemment ministre des Transports. Ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique, M. Saïd Oumar Koulibaly. Ministre du Commerce, Madame Mariama Kamara, précédemment ministre de l'Agriculture. Ministre de la Jeunesse et de l'Emploi jeune, Madame Assiatou Baldi. Précédemment ministre conseillère à la présidence de la République. Ministre de la Pêche, de l'Aquaculture et de l'Économie maritime, Monsieur Frédéric Loua. Ministre de l'Information et de la Communication, Monsieur Amara Somparé. Ministre des Transports, M. Mohamed Keïta, précédemment ambassadeur de la Guinée en Russie. Ministre en charge des investissements et des partenariats publics-privés, M. Gabriel Curtis. Ministre des Hydrocarbures, M. Zakaria Koulibaly. Ministre de la Culture et du Patrimoine historique, Mme Sona Konaté. Ministre de l'Action sociale et de l'Enfance, Madame Aïssata Dafé, ancienne députée. Article 2. Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 27 janvier 2021, professeur Alpha Condé. Décret D 2021-030 PRG-SGG portant nomination de haut cadre à la présidence de la République. Le président de la République, vu la Constitution, décrète. Article 1er. Les hauts cadres dont les prénoms et noms suivent sont nommés dans les fonctions ci-après à la présidence de la République. Ministre directeur de cabinet, M. Maurice Sangaré, précédemment ministre chef de cabinet de la présidence.
Chef de cabinet, Madame Diamilatou Diallo, précédemment conseillère juridique. Article 2. Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 27 janvier 2021, professeur Alpha Condé. Décret D 2021-031 PRG-SGG portant création, fonctionnement et attribution du cadre permanent du dialogue politique et social. Le président de la République, vu la Constitution, décrète. Chapitre 1, disposition générale. Article 1er. Il est créé en République de Guinée un cadre permanent du dialogue politique et social chargé d'organiser le dialogue entre les acteurs institutionnels, politiques et sociaux. Article 2. Le cadre permanent du dialogue politique et social est une plateforme permanente de concertation et d'échange entre les partis politiques, les organisations sociales, les collectivités et le gouvernement autour des questions d'intérêt national. Article 3. Le cadre permanent du dialogue politique et social est présidé par le Premier ministre chef du gouvernement. Article 19. Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 27 janvier 2021. Vous suivrez l'intégralité de ce dernier décret juste après ce journal. Ce journal se poursuit avec cette visite du président de l'Assemblée nationale dans les locaux de l'usine Topaz. C'est le début d'une grande tournée au sein de plusieurs unités industrielles du pays. La démarche vise à apporter le soutien de l'institution parlementaire au secteur privé guinéen. Abdoulaye Diallo. C'est une mission parlementaire conduite par son président, déterminé à connaître les problèmes du monde industriel guinéen. Première étape de l'initiative, la société Topaz. Là, la mission parlementaire vient évaluer le niveau et la qualité des prestations et éventuellement encourager le secteur privé. Une visite qui réconforte la direction générale de cette unité industrielle. Et nous pensons que tant le gouvernement et l'Assemblée pourraient comprendre les problèmes qui se posent au monde industriel en général pour essayer de lever toutes les contraintes. Aujourd'hui, les députés que nous avons reçus ont eu une meilleure connaissance de ce que vit le monde industriel et nous pensons que ça facilitera les échanges pour la construction d'un avenir heureux industriel en Guinée. Le secteur privé joue un rôle primordial dans le développement d'un pays. Il accompagne très souvent l'État dans la création d'emplois. Après avoir visité les différents compartiments de l'entreprise, le président de l'Assemblée nationale a dit tout le soutien de son institution pour accompagner les industriels évoluant en Guinée. Je suis émerveillé et j'encourage la direction. Et nous sommes venus leur signifier tout le soutien de la représentation nationale aussi pour ce qu'ils font pour nos jeunes, pour ce qu'ils font pour nos populations et ce qu'ils font pour la Guinée tout entière. Ce n'est que le début. Prochainement, nous allons encore aller visiter d'autres unités et encourager les industriels, surtout ceux-là qui se sont convertis du commerce et import seulement à l'industrialisation, méritent d'être encouragés par la représentation nationale. Le 1er janvier dernier, la zone libre-échange continentale est rentrée en vigueur, ce qui devrait permettre aux pays africains de valoriser les productions industrielles en vue de leur compétitivité sur le marché. Au ministère de l'Industrie et des PME, les cadres étaient mobilisés pour les traditionnels vœux de Nouvel An, une rencontre qui a permis de passer en revue les activités réalisées en 2020 et de se projeter sur l'année en cours. Plusieurs défis sont à relever pour ce département. Diamo Kaba, Mohamed Lamine Kaba, reportage. Parmi les victimes du Covid-19, le secteur de l'industrie et des petites et moyennes entreprises. Pour inverser la courbe de la crise sanitaire, des solutions innovantes ont été lancées par le département de tutelle. Un plan de riposte a été engagé pour renforcer la résilience des entreprises impactées. Autre exemple cité, la relance de l'usine Salguidia à Forécaria et la reprise à 100% des actions de l'huilerie de Dabola par l'État. Des résultats satisfaisants magnifiés par les travailleurs du département. L'année 2020
Avec la Covid-19, le département n'a pas pu vraiment réaliser ce qu'il voulait. Mais qu'à cela ne tienne, il a pu faire beaucoup de choses qui ont vraiment fait avancer le département au niveau de la primature. Parce qu'on a été parmi les 3 premiers de l'année 2020, après les évaluations. Derrière ces ambitions se cache une feuille de route, faire de la Guinée une terre d'opportunités d'investissement. Pour baliser ce chemin, les responsables entendent insuffler une nouvelle dynamique à ce secteur porteur de croissance en 2021. Nous allons rendre opérationnel le centre d'appui aux petites et moyennes entreprises, qui est un incubateur permettant aux jeunes porteurs de projets de maturer leurs projets et surtout les startups. Au niveau de la propriété intellectuelle, nous allons rendre aussi certains produits guinéens à l'image de l'ananas baronne de Kindia et le café de Ziama. Nous allons rendre ces projets également comme des indicateurs géographiques pour qu'effectivement ces produits soient labellisés au plan international. Je voudrais remercier très chaleureusement Monsieur le Président de la République, Son Excellence, Professeur Alpha Condé, le remercier et lui exprimer notre infinie gratitude pour la confiance renouvelée. Lui dire également que nous mesurons la portée de cette confiance, qui est un encouragement à aller plus loin dans le travail que nous faisons ensemble et avoir les résultats à la tête du département de l'industrie et des PME. Avec l'avènement de la 4e République, l'élaboration d'une politique industrielle et l'aménagement de nouvelles zones industrielles sont parmi les priorités pour renforcer le développement industriel en Guinée. Ces zones industrielles sont Massaya et Tanene dans Dubreka, Kouria dans Koya et Fangé dans Forekaria. Les rideaux sont tombés sur la réunion annuelle des douanes. Les travaux ont duré 2 jours et ont été sanctionnés par plusieurs recommandations. Une clôture qui coïncide avec la journée internationale de la douane. Compte rendu Isidore Gonona Nanamo et Mohamed Seyar Souma. La clôture de la réunion annuelle des douanes coïncide avec la journée internationale des douanes. Une célébration a lieu sur fond de résilience à la Covid-19. L'OMD invite toutes les administrations douanières à se mettre au service d'une chaîne logistique durable. Cet appel est bien accueilli par les autorités guinéennes et le pays s'adapte aux exigences de la pandémie. On sait désormais qu'on peut tenir des réunions à distance. On sait aussi qu'on peut faire le dédouanement sans papier. On sait qu'on peut suivre les marchandises sans se déplacer. Donc, notre objectif, c'est de rendre toutes ces activités-là durables et ne plus retourner à ce qu'on avait l'habitude de faire pour éviter beaucoup les contacts. Aux yeux des observateurs, c'est à la fois des contraintes et des opportunités qu'offre la Covid-19. Un contexte sanitaire difficile n'empêchant pas l'atteinte des objectifs. Cette année, plus de 10 000 milliards de francs guinéens sont annoncés. Un défi pour toutes les structures douanières. Les engagements sont donnés de part et d'autre, suivant les directives de l'OMD. Les messages ont été forts et c'était placé sur un thème très attrayant qui consiste à la chaîne logistique des douanes. Donc les débats et les échanges ont été fructueux et je pense que les réformes vont continuer au niveau des douanes et que les résultats seront attendus. Depuis 1953, le 26 janvier est consacré à la Journée internationale des douanes, moment de grande décision, mais aussi de récompense de certains acteurs intervenant dans la mobilisation des recettes. Guinée-Mali, la coopération se renforce dans le domaine de l'assurance maladie. La directrice de la Caisse malienne de sécurité sociale est en visite de travail à Conakry. Elle a raffermi les relations entre son institution et l'INAMO, Institut guinéen d'assurance maladie obligatoire. Les enjeux de ce rapprochement avec Adi Kabara. L'Institut national d'assurance maladie obligatoire veut retrousser les manches dans son opérationnalisation. 2021 doit marquer l'effectivité du déroulement de ces activités d'accompagnement dans la prise en charge sanitaire de ces assurés issus de l'administration publique. L'expérience malienne va être mise à profit. À Conakry, la directrice générale de la Caisse malienne de sécurité sociale s'entretient avec les responsables de l'INAMO pour un partage d'expériences et explorer
les moyens de développer les partenariats avec l'Institut. C'est un peu d'apporter à la Guinée l'expérience malienne, mais c'est surtout des échanges. Parce que moi aussi, je vais partir avec des acquis de la Guinée que nous pourrons mettre en place au Mali. Donc c'est vraiment un partenariat sud-sud avec des caisses de sécurité sociale qui partagent les mêmes problèmes, qui ont également les mêmes objectifs et le même parcours. Les échanges avec la délégation malienne de la Caisse de sécurité sociale vont permettre d'affiner certains détails et mieux renforcer l'INAMO pour l'atteinte de ses objectifs. La question de la prise en charge médicale des fonctionnaires et personnels retraités de l'administration publique est une des grandes préoccupations des autorités actuelles. Des actions ont déjà été menées. L'INAMO a fait ses preuves. Nous avons pris en charge plus de 150 personnes en moins de 3 ans évacuées à l'étranger. Nous avons pris en charge plus de 500 personnes traitées localement, tant à Conakry qu'à l'hôpital de Kamsar. Donc ça, c'est des démonstrations pour prouver aux assurés que vraiment, ils ont intérêt qu'ils puissent adhérer et payer leurs cotisations. En janvier dernier, une délégation guinéenne de l'INAMO s'était rendue au Mali. Avec ce partenariat naissant entre les deux structures, un nouvel axe de coopération s'ouvre entre les deux pays qui entretiennent déjà des relations historiques. Enseignement supérieur, une réunion de travail vient de prendre fin. Elle a porté sur le sérieux professionnel adopté lors des différents concours CAMES. La Guinée veut travailler sur la faiblesse des candidats qui compétissent. Explication, Seydou Diallo, Valérie Talimane. C'est parti pour 3 jours d'information et de préparation des candidats guinéens pour le concours du CAMES, session 2021. Le comité consultatif interafricain CCI du CAMES travaille déjà sur les dossiers pour la 43e session. Pour être présélectionné, le postulant doit avoir un doctorat. Cette rencontre prépare les futurs candidats sur la constitution des dossiers à l'effet de diminuer le taux d'échec à ce concours. Pour éviter d'envoyer les dossiers, une fois que les frais sont payés, et qu'on déclare des dossiers irrecevables ou des non admis, nous préférons organiser cet atelier comme une pré-évaluation des dossiers. La rencontre se tient chaque année et de plus en plus la Guinée reçoit un nombre important de candidatures. Cette année, 120 enseignants-chercheurs venus de divers horizons du pays participent aux échanges. Nous sommes venus pour connaître la procédure et éventuellement faire la liste des pièces justificatives de ce qu'on déclare sur la plateforme. Cet atelier est animé par 6 experts nationaux, tous professeurs agrégés à la faculté des sciences et techniques de la santé de l'université Gamal. Le CAMES est une institution de reconnaissance et de régulation des titres et grades académiques reconnue à l'international. J'exhorte et je demande, n'est-ce pas, tous les anciens chercheurs à tous les niveaux, que ce soit dans les sciences de la santé ou les autres sciences fondamentales, de venir se faire évaluer. Une commission est mise en place. Elle a pour charge l'examen des dossiers des postulants. Déjà, 13 enseignants-chercheurs de la faculté des sciences et techniques de la santé sont présélectionnés pour la session 2021, dont 11 pour le grade de maître assistant et 2 pour le grade de professeur titulaire. Au mois de juillet prochain, Conakry va accueillir la 43e session des comités consultatifs interafricains. Lutte contre la drogue, la justice se prononce sur le cas des prévenus d'une saisie de cocaïne. Plusieurs présumés trafiquants sont interpellés dans ce dossier. L'enquête est toujours en cours, mais le tribunal de première instance de Dixine a fait une déclaration que je vous invite à suivre. Mesdames et messieurs, c'est à la suite d'une dénonciation que la brigade anticriminalité numéro 10 de Sonfonia a, le 4 janvier 2021, aux environs de 17 h, découvert 177 plaquettes de cocaïne, drogue à haut risque, dans la cuisine d'une résidence située au bord de la mer à Nongo, dans la commune de Ratoma. La drogue a d'abord été transportée à la base de la BAC 10, ensuite acheminée
à la direction de la police nationale et enfin mise à la disposition de la direction centrale de la police judiciaire pour des investigations approfondies. C'est à l'occasion que ce service d'enquête judiciaire a, le 4 janvier 2021 et jour suivant, transmis au procureur de la République près le tribunal de première instance de Dixine un avis d'information et un ensemble de pièces de procédure. Le parquet a aussitôt, par réquisitoire introductif d'instance, saisi le doyen des juges d'instruction de présomption grave, d'une part, d'importation et de transport international de 177 plaquettes de cocaïne contre un ressortissant du Monténégro faisant l'objet déjà d'une notice de recherche de la police internationale Interpol. Et d'autre part, de complicité et de fourniture de moyens pour l'importation et le stockage des 177 plaquettes de cocaïne dans une résidence à Nongo contre 3 autres personnes de nationalité guinéenne, dont l'une demeurant en France et les 2 autres domiciliés au quartier de Nongo. Le procureur de la République a requis des mandats d'arrêt contre les 4 personnes soupçonnées d'avoir participé à ce trafic de cocaïne. La détermination des enquêteurs de la direction centrale de la police judiciaire a permis l'interpellation d'un des résidents de Nongo qui a, sans retard, été présenté à l'autorité judiciaire et placé en détention provisoire. Faudrait-il relever que la vedette ayant servi au transportement de la cocaïne et la résidence de Nongo où la drogue a été entreposée sont sous main de justice. Le magistrat instructeur a par ailleurs délivré une commission rogatoire aux enquêteurs de la direction centrale de la police judiciaire, de l'Office central antidrogue, de la section de recherche PM3, de la douane et de la préfecture maritime, à l'effet de procéder à des visites domiciliaires, des perquisitions, des saisies et autres interpellations de toute personne soupçonnée d'avoir participé en qualité d'auteur ou co-auteur ou complice à l'importation, au transport et au stockage d'un 177 plaquettes de cocaïne. Le doyen des juges d'instruction a-t-il, au surplus, ordonné d'entendre toute personne, en particulier les responsables de la coordination des BAC et les agents de la BAC 10 qui ont participé à la saisie de la drogue le mardi 5 janvier 2021 à Nongo. Le magistrat instructeur s'est, le 25 janvier 2021, rendu à la direction centrale de la police judiciaire pour se faire représenter les 177 plaquettes de cocaïne actuellement placées sous scellé et dont la garde est confiée à l'OCAD sous une surveillance conjointe de tous les officiers enquêteurs désignés par la commission rogatoire. Une séance de travail a, le 26 janvier 2021, réuni autour du doyen des juges d'instruction les officiers enquêteurs avec la participation du procureur de la République. Toutes les mesures entreprises, depuis la découverte de la drogue jusqu'à la commission rogatoire, s'articulent autour des dispositions combinées des articles 8, 63 à 123, 142, 153, 147 alinéa 4 et 253 du Code de procédure pénale et 812, 819.2, 19 et 20 du Code de procédure pénale. La procédure de l'information judiciaire suit sa marche. Dans la foulée, 43 tonnes de faux produits pharmaceutiques saisis par Medicrime. La brigade est entrée dans sa phase de répression. Tous les produits saisis ont été incinérés. Reportage Kiano Maroufba, Moussa Bangoura. Dans ces conteneurs, 43 tonnes de médicaments impropres à la consommation. Des produits saisis au cours de l'année 2020 par la brigade de répression Medicrime. Sous le regard des agents de cette unité, ces produits nuisibles à la santé sont chargés dans des camions et acheminés à Bangouya, dans la sous-préfecture de Kouria,
pour être détruits. Aujourd'hui, vous assistez à l'embarquement de ces produits pharmaceutiques qui ont été saisis dans différentes circonstances. Ce que je peux vous dire en résumé, ces produits sont impropres à la consommation sur la base des analyses chimiques. Et donc, ils sont destinés à l'incinération pure et simple. Ces produits non conformes sont saisis dans des boutiques, mais aussi au niveau des différents points d'entrée du pays par la douane. Pour freiner ce fléau, une lutte commune est enclenchée par les départements de la santé, du commerce, de la sécurité et de la défense. Ces médicaments qui constituent de véritables dangers pour la santé des populations guinéennes ont été incinérés en présence de tous les acteurs impliqués dans la lutte. Le ministère de la Santé, sur les instructions du président de la République, a élaboré une nouvelle loi pharmaceutique et a décidé de mettre en place la brigade Medicrime pour la surveillance, la répression et le suivi des faux médicaments et médicaments périmés dans notre pays. Aujourd'hui, nous assistons à travers cette opération à un premier geste d'une très grande importance parce que c'est le signal du fait que la lutte est désormais enclenchée contre les médicaments périmés et contrefaits. Avec l'incinération de ces produits prohibés, la brigade Medicrime compte s'impliquer dans la lutte contre le commerce illicite des médicaments en Guinée. Ce, pour préserver la santé des citoyens contre ces médicaments impropres. Sur un autre plan, le Bureau des orpailleurs de Guinée veut améliorer les conditions d'exploitation artisanale de l'or. Il est appuyé dans sa démarche par des experts internationaux. Ensemble, ils tentent de trouver des solutions pérennes pour limiter les accidents et accroître les rendements. Reportage Komara Moussa. Nous sommes dans les mines de Sigiri. À cet endroit, les chercheurs travaillent dans des conditions difficiles pour gagner la pépite miracle. Ce fléau va être un lointain souvenir pour ces milliers de personnes qui y trouvent leur compte au quotidien. Sous le leadership du président national de la corporation, le secteur va se moderniser. Mais cela passe tout d'abord par cette visite de terrain avec ces experts qui tentent de comprendre tout l'enjeu de ce programme. Nous sommes là sur le terrain pour voir réellement quels sont les matériaux modernes qu'il faut installer, qu'il faut octroyer aux orpailleurs pour moderniser le secteur de l'orpaillage artisanal en République de Guinée pour éviter les éboulements des morts tragiques et garantir aussi l'environnement. Des éboulements, des morts d'hommes ne sont pas rares ici à cause de l'exploitation artisanale. L'expert recruté a déjà une idée de la mécanisation du secteur. L'objectif étant de réduire les risques d'accidents mortels, la dégradation de l'environnement, mieux aider les habitants tributaires de cette activité à prospérer. Il apparaît aujourd'hui clairement que la machinisation est aujourd'hui très traditionnelle et que nous pouvons apporter beaucoup de choses et de modernité dans la façon de travailler. Nous sommes très contents de ce projet. C'est ce que nous avons souhaité depuis. Nous voulons maintenant des équipements modernes parce que ce travail que nous faisons nous fatigue et nous tue vraiment. Avec la modernisation de l'orpaillage artisanal, les revenus des exploitants vont augmenter. Toutes les formes de risques seront écartées. L'autre défi qui s'impose, multiplier la superficie d'exploitation des orpailleurs. Autonomisation des femmes est un autre défi du gouvernement. Des jeunes filles sont outillées sur l'entrepreneuriat dans les villes de Pita, Mamou et Kindia. Le programme est piloté par Enabel en collaboration avec le ministère en charge de l'autonomisation des femmes. Reportage Mamadou Salouba. À Pita, l'avenir de plusieurs jeunes filles se prépare dans ce centre d'autonomisation féminine. Ici, les unes apprennent la couture, les autres la teinture ou encore la saponification.
Ces jeunes filles sont parmi les bénéficiaires de l'intervention de l'Agence belge de développement en faveur de l'autonomisation féminine. Un projet né d'un partenariat entre Enabel et le département des droits et de l'autonomisation des femmes. Il couvre les préfectures de Pita, Mamou et Kindia. D'accord, on a pu doter les CAF de Kindia, Mamou et Pita des équipements matériels et consommables pour la production des masques et savons. Il s'agissait de produire et vendre ces masques à un prix abordable à la population et derrière tout ça, de contribuer aussi à l'insertion socio-professionnelle des filles qui sont en fin d'apprentissage. La restitution là leur permettra maintenant de s'installer à leur propre compte pour qu'elles deviennent vraiment des femmes autonomes. Au total, 88 jeunes filles ont été formées durant 6 mois dans les 3 préfectures couvertes par le projet. Durant leur apprentissage, ces jeunes filles ont confectionné des masques et du savon destinés à la lutte contre la Covid-19. Désormais aptes à exercer un métier, ces jeunes filles reçoivent une partie des équipements qui ont servi à leur formation. Ça n'a pas été facile, des va-et-vient, des tests qu'on donnait, mais le temps, on a pu s'adapter et aujourd'hui, on remercie le bon Dieu. Quant à nos autorités, soyez rassurés que nous jouerons notre rôle pleinement. En quoi faisant? En procédant au suivi. Le suivi ne manquera pas. Nous viendrons voir de temps en temps comment est-ce que ces machines sont en train d'être utilisées. Ces filles sont la plupart déscolarisées ou encore issues des familles à faible revenu. Grâce à la coopération guinéo-belge, elles ont désormais un métier pour redonner de l'espoir à leur famille. Une action qui conforte l'élan des autorités publiques dans la promotion de la femme. Sport, les membres statutaires du football guinéen soutiennent la candidature d'Antonio Souaré pour siéger au bureau exécutif de la CAF, un soutien qu'ils ont exprimé au cours d'une conférence de presse tenue ce mercredi à Conakry. Compte rendu Fatoumata Matizasouma. Mamadou Antonio Souaré, président de la Fédération guinéenne de football, est candidat au poste de membre du comité exécutif de la Confédération africaine de football pour les 4 prochaines années. Les membres statutaires du football guinéen ont accueilli cette nouvelle avec foi et apportent leur soutien au président de la Fédération guinéenne de football. Ils l'ont signifié dans une déclaration ce mercredi au centre technique de Nongo. Monsieur le Président, à l'heure des comptes, nous disons solennellement et à très haute voix que nous sommes fiers et satisfaits de votre bilan. Et nous tenons, à travers cette déclaration publique, à le faire savoir aux instances sportives guinéennes, africaines et internationales, ainsi qu'à l'opinion nationale et internationale. Le 12 mars prochain, la CAF élira le successeur de Ahmad Ahmad et son bureau exécutif pour les 4 prochaines années. En Guinée, l'Assemblée générale élective de la Fédération guinéenne de football est également prévue en février 2021. Mamadou Antonio Souaré, là également, est candidat à sa propre succession. Nous remercions l'ensemble des membres statutaires et nous prenons acte en son nom de la déclaration ici faite et je vous garantis que nous transmettrons fidèlement le message. Depuis son élection, il y a 4 ans, il a apporté beaucoup de réformes au sein du football guinéen, notamment la détection et l'encadrement d'une centaine de jeunes joueurs au centre technique de Nongo, l'achèvement des travaux de l'hôtel du Sili National, aujourd'hui totalement disponible. On termine par cette bonne nouvelle. Âprement disputée, la 3e sortie du Sili local s'est soldée par un match nul de 2 buts partout face à la Tanzanie. Les poulains de Kanfour et Lapé Bangora sont donc qualifiés pour les quarts de finale du CHAN Cameroun 2020. La Guinée, première de sa poule, rencontre le Rwanda au 2e tour ce dimanche à 19h. D'ici là, nous vous proposons un résumé du choc Guinée-Namibie. On revoit les temps forts de ce match. D'abord la frappe de Kumbasa qui est allé effleurer le montant de Hachi Saloum. Les Guinéens, la tête de Mohamed Khalil Traoré qui s'écrase sur le bras de Kirengue et c'est Nyanya Bari qui ouvre le score ici
à la 5e minute. Les Tanzaniens se sont alors montrés très menaçants à l'image de leur capitaine Kapombe. Voici Nchimbi. Nchimbi à nouveau. Et c'est la frappe assassine de Majogoro qui a amené l'égalisation pour les Tanzaniens. Le corner et la tête de Manyama Edouard pour rétablir l'égalité ici au stade de la réunification, pour prendre plutôt les devants pour les Tanzaniens. Et ce sont les Guinéens qui vont courir après l'égalisation. Un corner qui sera frappé par Mohamed Kamboussa sans suite. Le coup franc qui revient, trouve la tête de Katabanduno qui égalise en faveur des Guinéens qui semblaient déjà éliminés dans ce CHAN, mais qui vont retrouver la joie, le bonheur d'une qualification. Ils auraient même pu marquer ici si Katabanduno avait eu 2 secondes d'avance sur le précieux Ashisalou Manoula. La Guinée qui se qualifie donc ici au stade de la réunification. Bon vent au Sili local. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition d'information. Merci à vous de nous avoir reçus chez vous. Excellente suite en compagnie de nos programmes. Bonsoir et à demain. Décret D/2021/031/PRG/SGG portant création, fonctionnement et attribution du cadre permanent du dialogue politique et social. Le président de la République, vu la Constitution, décrète chapitre 1er, disposition générale, article 1er. Il est créé en République de Guinée un cadre permanent du dialogue politique et social chargé d'organiser le dialogue entre les acteurs institutionnels, politiques et sociaux. Article 2. Le cadre permanent du dialogue politique et social est une plateforme permanente de concertation et d'échange entre les partis politiques, les organisations sociales, les collectivités et le gouvernement autour des questions d'intérêt national. Article 3. Le cadre permanent du dialogue politique et social est présidé par le Premier ministre, chef du gouvernement. Article 4. Le siège social du cadre permanent du dialogue politique et social est établi à Conakry. Il peut être transféré en tout autre lieu sur le territoire national à la demande des 2/3 de ses membres. Article 5. Le cadre permanent du dialogue politique et social a pour mission d'organiser entre les acteurs cités à l'article 2 ci-dessous un dialogue par approche thématique, de favoriser la mise en exergue des points de consensus et de rechercher les solutions communément acceptées et conformes aux principes républicains et démocratiques. Le cadre permanent du dialogue politique et social est particulièrement chargé de veiller à ce qu'une concertation s'instaure entre les acteurs de la vie nationale, notamment sur les questions politiques et électorales, les questions sociales, les politiques publiques, sectorielles, les programmes de développement, la sécurité publique, l'évolution des mœurs. Créer un environnement favorisant le maintien d'un climat de paix sociale durable sur l'ensemble du territoire national. Veiller au respect des engagements pris par les différents membres. S'impliquer dans la prévention des conflits et le maintien de la cohésion sociale dans les secteurs de la vie de la nation. Rechercher les solutions les plus appropriées à toutes les questions touchant le pays, tant au niveau national qu'aux différents niveaux locaux. Renforcer les capacités institutionnelles des structures impliquées dans le domaine du dialogue social et politique. Contribuer au renforcement, à la consolidation de la paix et de la volonté du vivre ensemble
au sein des populations guinéennes. Article 6. Le cadre permanent du dialogue politique et social peut être consulté pour des avis et recommandations sur toutes les questions intéressant la vie de la nation. Article 7. Sur toutes les questions dont il est saisi, le cadre permanent du dialogue politique et social émet des avis et recommandations motivés qui sont transmis au gouvernement. Chapitre 2. Organisation. Article 8. Le cadre permanent du dialogue politique et social est présidé par le Premier ministre, chef du gouvernement. Ses organes sont le secrétariat permanent, les plénières thématiques et les facilitateurs régionaux. Secrétariat permanent. Article 9. Sous l'autorité du président du cadre permanent du dialogue politique et social, il est créé un secrétariat permanent qui assure le fonctionnement régulier, la mise en œuvre du programme de travail et la supervision du personnel mis à la disposition du cadre permanent du dialogue politique et social. Il est constitué comme suit. Un secrétaire permanent, personne ressource, est reconnu pour ses compétences et nommé par décret. Des membres nommés par décret est désigné comme suit. 1. Représentant de la présidence de la République. 1 représentant de l'Assemblée nationale. 2 représentants du gouvernement. 2 représentants de l'opposition. 2 représentants de la majorité. 2 représentants de la société civile. Chaque membre titulaire est désigné en même temps que son suppléant qui le remplace en cas d'empêchement. Le secrétariat permanent est chargé, entre autres, de mettre en place l'organisation administrative, technique et matérielle pour le bon fonctionnement du cadre permanent du dialogue politique et social, y compris l'élaboration d'un règlement intérieur. Développer les plans opérationnels de conduite des travaux du cadre permanent du dialogue politique et social suivant les thématiques adoptées. Assister et renforcer les capacités des facilitateurs régionaux. Faciliter et coordonner l'élaboration de documents de référence devant servir à encadrer les échanges du dialogue. Assurer la mise à disposition à tous les niveaux des documents de référence pour les sessions du dialogue. Mettre en œuvre le plan de communication approuvé. Assurer la liaison entre les administrations de l'État et les facilitateurs régionaux, ainsi que la liaison avec les partis et mouvements politiques, la société civile, les organisations professionnelles, les autorités locales, religieuses et traditionnelles. Élaborer le rapport de chaque session de l'Assemblée générale et tout autre rapport émanant de celle-ci. Faciliter l'élaboration des rapports de chaque plénière thématique et de tout autre document émanant du cadre permanent. Article 10. Des plénières thématiques. Chaque plénière thématique est composée de membres reconnus pour leurs compétences et désignés